Merci beaucoup, merci aux organisateurs, bonjour à tous. Et donc je suis là pour vous parler de l'océan de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une époque géologique qui n'est pas encore adoptée officiellement, mais qui désigne en fait le fait que la planète Terre a été considérablement altérée par les activités humaines. Donc l'océan de l'Anthropocène, pourquoi cette présentation va être essentiellement basée, en partie basée sur ce rapport de l'IPCC qui a déjà été évoqué ce matin par Valérie Masson-Delmotte, un rapport approuvé en septembre 2019 sur l'océan et la cryosphère. Certains d'entre vous sont peut-être étonnés qu'on parle de l'océan au singulier. En fait, quand on voit cette carte là qui avait été reprise il y a quelques années par Libération, en effet, il y a un océan, et donc ça perturbe un petit peu certaines personnes dans le grand public, mais tous les océans sont connectés, et donc c'est pour ça que dans la communauté scientifique, on parle de l'océan au singulier. Donc le moteur des changements liés au changement climatique dans l'océan est évidemment le même que celui qui a été décrit ce matin. Le budget global du carbone était figuré ici. Et donc vous voyez les sources de CO2 qui sont mentionnées à gauche, l'utilisation des combustibles fossiles et le changement d'utilisation des terres qui rejettent plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Ce CO2 se distribue dans l'atmosphère, dans la végétation. Une partie est absorbée par la végétation terrestre, on appelle ça un puits de CO2. Et il y en a un second puits de CO2, c'est l'océan, qui ici est figuré au pluriel. J'ai traduit en fait rapidement ce matin cette présentation et j'ai fait quelques erreurs apparemment de frappe. Donc l'océan qui absorbe 23%, sur cette décennie, a absorbé 23% du CO2. Ce qui est une chance. Si on n'avait pas d'océan, on aurait des changements climatiques qui seraient bien plus importants que ceux qu'on voit aujourd'hui ou ceux qu'on prévoit pour le futur. Mais ça représente quand même 30 millions de tonnes de CO2 par jour qui sont absorbées par l'océan avec des conséquences qu'on va voir tout de suite. Donc l'océan, on a coutume de dire, est un acteur et une victime du changement climatique. Et dans la dernière partie de ma présentation, je vais vous indiquer également que c'est une source de solutions. Ici, on figure l'absorption de l'excès de chaleur lié à l'augmentation de l'effet de serre. Vous voyez l'océan qui absorbe plus de 90% de cet excès de chaleur, qui contribue évidemment au réchauffement des couches superficielles de l'océan et qui provoque aussi une désoxygénation, une perte d'oxygène par l'océan du fait que la couche de surface se réchauffant, elle devient plus légère et se mélange moins bien avec l'océan profond, et ce qui réduit les échanges d'oxygène avec l'atmosphère. Le deuxième élément, c'est le CO2, je viens de le dire, l'océan qui absorbe 23% du CO2 rejeté par les activités humaines. Le CO2 est un gaz acide. Quand il se mélange avec l'eau, il augmente l'acidité de l'eau de mer. Cette acidité a augmenté de 30% depuis la révolution industrielle et selon les modèles pourrait tripler d'ici 2100. Et enfin, l'eau. L'océan, c'est le réceptacle de la quasi-totalité de l'eau qui provient de la fonte de la glace et qui contribue à l'élévation du niveau de la mer, combiné avec le réchauffement qui lui aussi contribue à cette montée du niveau de la mer. Vous voyez que le bleu est prédominant dans cette diapositive et ce qui indique le fait que l'océan est véritablement tout à fait important dans le système climatique. Donc ce rapport ESROC sur l'océan et la cryosphère a essentiellement examiné deux scénarios d'évolution future du CO2. Il y en a plein ici sur cette figure, donc c'est les émissions de CO2 liées à l'utilisation des combustibles fossiles en fonction de l'année. Le premier qui a été examiné, c'est ce scénario à forte émission de gaz à effet de serre, le scénario 8.5 dans notre jargon. Et le second, c'est le scénario 2.6, un scénario à faible émission, avec un scénario qui est plus ou moins compatible avec l'accord de Paris, qui permettrait d'avoir 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement sous 2 degrés. Ce que je voulais dire, c'est que les points blancs qui figurent sur cette diapositive, sur la courbe noire, figurent en fait les évolutions historiques mesurées du CO2, et vous voyez que, vous allez le voir mieux sur ce focus, vous voyez que sur cette courbe noire, si j'arrive à
pointer ici, ce point rouge, je montre qu'en fait, on est déjà sorti de ce scénario RCP 8.5, on n'est plus sur cette évolution d'un scénario sans action climatique, et que donc, il y a une action climatique qui est en route, mais elle est évidemment insuffisante, et vous voyez qu'on est très loin de la courbe bleue, qui permettrait d'avoir 2 chances sur 3 d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Alors, les changements dans l'océan, premièrement, donc ça, c'est une figure qui a été beaucoup utilisée dans le rapport du GIEC pour essayer de résumer l'interaction entre l'océan, le climat et la cryosphère. Et je vais évidemment ne parler que des variables océaniques. L'élévation du niveau de la mer, qui a monté de 15 cm depuis au XXe siècle, qui monte actuellement 2 fois plus vite qu'elle ne l'a fait au XXe siècle. Le rapport montre aussi qu'il n'y a aucun scénario qui permet de stopper cette élévation. On peut la modérer, mais pas la stopper. Cette élévation maximale a été révisée à la hausse dans ce rapport, au maximum 1,10 m, avec le scénario qu'on qualifiera de pessimiste. Ce qui conduit en fait à des événements extrêmes qui sont renforcés. Les événements qui étaient, Valérie l'a dit ce matin, qui étaient rares une fois par siècle auparavant sur la partie historique, dans beaucoup de régions, spécialement dans les zones tropicales, pourraient survenir une fois par an au moins. Or, en 2050, il est prévu qu'1 milliard d'habitants habitent à une élévation, à une altitude inférieure à 10 mètres, et donc on voit très bien le rôle potentiel de cette élévation du niveau de la mer sur les populations côtières. Et enfin, le rapport examine aussi, essaie de prolonger les estimations jusqu'en 2300, avec beaucoup d'incertitudes évidemment, mais l'élévation maximale d'ici 2300 au niveau de la mer pourrait atteindre 5,40 m. Le contenu de chaleur, maintenant, donc je l'ai dit, l'océan a absorbé plus de 90% de cet excès de chaleur. En 2100, selon le scénario, il pourrait absorber 2 à 4 fois plus si on reste à 2 degrés et 5 à 7 fois plus pour des émissions plus élevées, avec de nombreuses conséquences comme le déclin de la biomasse, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, et le déplacement des espèces qui se déplacent pour rester à proximité de leur optimum de température. Alors des données tout à fait récentes d'un collègue chinois, Li Jingchen, qui il y a 2 semaines a mis à jour sa base de données et qui montre que ici, en fonction des années, vous voyez le contenu de chaleur de l'océan, et en 2019, on voit sur la barre qui est la plus à droite, on voit ce saut plus important encore que les années passées de l'augmentation de la chaleur dans l'océan. Toujours pour le réchauffement, il y a aussi des événements extrêmes de température, des vagues de chaleur qui sont devenues plus fréquentes cette dernière décennie et intenses, avec des dommages sur les coraux, sur les forêts d'algues, de macroalgues brunes. Et ces événements de chaleur vont augmenter en fréquence, en intensité et en étendue, 20 fois plus fréquentes à plus de degrés et jusqu'à 50 fois plus fréquentes sans action climatique. Et là encore, des conséquences massives, des mortalités massives des vertébrés, les coraux sur la Grande Barrière, mais pas uniquement sur nos côtes. En 2003, on a une mortalité massive en Méditerranée d'invertébrés marins liés à cette canicule que le pays a subie. Le contenu en oxygène, donc je vous l'ai dit, la ventilation de l'océan diminue du fait de son réchauffement, et ce qui réduit la fourniture d'oxygène et aussi de sels nutritifs pour soutenir la vie marine. Et enfin, l'acidité, l'océan, je l'ai dit, absorbe donc, selon la période qu'on regarde, 20 à 30% du CO2 émis, ce qui se poursuivra dans le futur et avec de nombreuses conséquences, notamment pour les espèces calcifiées, c'est-à-dire les espèces qui fabriquent un squelette ou une coquille calcaire, comme les mollusques, les huîtres, les moules, les coraux. Et si on veut imaginer le contraste entre ces 2 scénarios examinés par le GIEC, le scénario à forte ou faible émission, et si on regarde des valeurs limites, souvent les biologistes estiment pour préserver la vie marine, il ne faudrait pas aller au-delà de plus 1,5 degré de réchauffement et rester en dessous, limiter l'acidification à moins 0,2 unité pH. Et donc, quand on regarde la surface de l'océan qui dépasserait ces 2 limites,
Avec les fortes émissions, près de 70% de l'océan excéderait ces limites, et avec des faibles émissions, seulement moins de 1%. Et donc on voit qu'on a l'avenir de l'océan entre nos mains, et que l'action climatique a le potentiel de modérer les changements qui sont largement enclenchés, mais peuvent être modérés. Les impacts et risques futurs, donc cette figure est un peu compliquée, je ne vais pas essayer de la commenter, mais vous voyez en haut la production primaire, au milieu la biomasse totale animale, et en bas le maximum de potentiel de pêche, et sur la droite, deux scénarios, RCP 2.6, RCP 8.5, faible et forte émission. Et donc on observe dans ces modèles une diminution globale de la biomasse animale, une diminution de la production, une diminution du potentiel de pêche, qui sont projetés donc d'ici 2100 de la surface jusqu'au fond des océans. L'intensité de ce déclin est maximum dans les tropiques, bien souvent, sont variables dans l'Arctique, dans les zones polaires notamment arctiques. Certaines zones vont bénéficier, surtout du côté de la pêche, d'autres ne vont pas en bénéficier. Et donc, et enfin, l'acidification des océans, la perte d'oxygène et la diminution de la glace de mer, avec d'autres pressions anthropiques, la pollution par exemple, peuvent exacerber ces impacts qui, ici, sur cette figure, ne montrent que l'impact du réchauffement, que de la température. Quand on associe toutes les autres variables, évidemment, ces conséquences, ce déclin peut être supérieur. Valérie a aussi montré cette figure ce matin, les risques sur les écosystèmes marins et côtiers. C'est une figure c'est un type de figure qui est beaucoup utilisé par le GIEC, qui montre le degré de risque en fonction de l'augmentation de la température sur l'échelle qui est à gauche, entre 0 et 5 degrés d'augmentation de température pour différents systèmes. Et on voit que tous virent au rouge, c'est-à-dire avec un risque élevé, ou même au violet, avec un risque très élevé, notamment pour les coraux d'eau chaude et pour les forêts d'algues marines. Ou, par exemple, pour les coraux, déjà aujourd'hui, ils sont à un niveau de risque élevé. La Grande Barrière de Corail est un bon exemple, qui a subi une mortalité de 50% ces 3 dernières années. Et les herbiers de plantes et de forêts d'algues vont virer avec un risque élevé dès 2 degrés de réchauffement. Et donc la conclusion de ce rapport, c'était de dire que l'océan subit le changement climatique depuis plusieurs décennies. C'est observé. Les conséquences pour la nature et l'humanité sont importantes, concernent plusieurs secteurs et sont sévères. Et donc le rapport soulignait l'urgence d'avoir une action climatique dans la durée, ambitieuse, coordonnée et donc rapide. Et dans la dernière partie, je veux vous parler des solutions que l'océan peut apporter avec ce document que l'on avait préparé à l'occasion de la COP25, où on voulait souligner les opportunités offertes par l'océan dans l'action climatique. Cette COP25 avait été désignée par sa présidence, le Chili, comme une Blue COP, une COP bleue. Le focus devait être sur l'océan. Et en effet, il y a eu une centaine d'événements sur l'océan. L'océan a été omniprésent. À titre d'auteur, je regrette que la délégation ne soit pas mise d'accord pour rendre ce rapport bienvenu du fait de l'opposition de certains pays. Mais le GIEC et ses auteurs ont été quand même félicités pour la production de ce rapport dans un temps record, moins de 2 ans. Et donc, nous avons, ça c'est un travail qu'on a fait à côté du GIEC, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire du fait des contraintes, notamment le GIEC doit être, en anglais on dit policy relevant, but not policy prescriptive, on ne peut pas faire de recommandations, mais quand on travaille à côté, on peut le faire, notamment dans un policy brief. Et donc, nous avons examiné 18 mesures basées sur l'océan qui avaient été proposées dans la littérature. Je ne vais pas les passer toutes en revue, dans 4 groupes. Donc, le groupe qui est à gauche, c'est des mesures qui pourraient permettre d'agir sur les causes du changement climatique. En haut, des mesures qui permettraient d'augmenter l'adaptation biologique et écologique des écosystèmes marins.
À droite, les mesures qui permettraient d'augmenter l'adaptation de la société. Et enfin, en bas, des actions qui permettraient qui correspondent en fait au management des radiations solaires. Je vais en parler peut-être un petit peu tout à l'heure, enfin tout de suite. Et donc l'action climatique pour les océans, donc ces 18 mesures qui sont listées ici à droite, on les a regroupées dans 4 catégories, dans 4 groupes. Le premier, c'est des actions qui sont décisives. En termes d'atténuation, on en a classé 2, l'utilisation des énergies renouvelables marines en bleu et le stockage de carbone dans l'océan, dans le sous-sol océanique. Il y a une deuxième catégorie, c'est les actions qui sont sans regret parce qu'elles n'ont pas une efficacité très importante pour limiter le changement climatique, mais localement, elles ont une action extrêmement importante, par exemple pour la protection des rivages, par exemple pour la biodiversité, pour la pêche. Et elles présentent peu de disbenefits, on a dit en anglais, c'est-à-dire d'effets collatéraux négatifs, et beaucoup de co-bénéfices. Et elles sont aussi aujourd'hui déjà mises en œuvre dans l'océan. Donc il y a peu d'incertitudes sur ces actions qui doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible, de la façon la plus large possible. Et donc la réduction de la pollution atmosphérique, de la pollution de l'eau de mer, la conservation, les aires marines protégées, la restauration des habitats. Après, en bas à gauche, on a les solutions qui ne sont pas prouvées, qui sont potentiellement intéressantes pour l'action climatique, mais qui sont actuellement à l'état de concept uniquement, qui ont potentiellement des effets collatéraux négatifs nuls ou modérés. La dernière catégorie, c'est la catégorie des approches qu'on considère risquées parce qu'elles sont, elles aussi, uniquement à l'état de concept. Elles ont potentiellement une action très efficace sur la limitation du changement climatique, mais elles ont des effets collatéraux négatifs qui peuvent être majeurs. Et parmi celles-ci, nous avons mis le management des radiations solaires. Et donc la conclusion et les messages clés, c'est que malgré le changement climatique, on a des approches à mettre en œuvre pour maintenir les services que nous rendent l'océan. Les mesures donc évaluées couvrent l'atténuation et l'adaptation dans les quatre catégories que j'ai mentionnées. Et c'est extrêmement important d'un point de vue négociation, parce que dans la COP26 qui se tiendra à Glasgow cette année, en fin d'année, il va falloir que les pays augmentent l'ambition de leur contribution nationale. Et nous argumentons sur le fait que l'océan peut être une solution pour augmenter ses contributions nationales en privilégiant les mesures décisives et à faible regret. Merci beaucoup.